Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, dans cet audio, je me propose de récapituler avec vous tout l'enseignement de la spiritualité des femmes amérindiennes que nous avons dans ce livre des 13 mères originelles. Alors, pour ceux qui tombent par hasard sur cet audio, vous êtes sur un podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, un podcast où nous avons étudié toute l'année 2024 les enseignements des femmes amérindiennes qui nous ont été légués sous forme de contes et qui relient la dynamique de chaque lune de l'année à notre évolution personnelle. Donc l'année dernière, l'année 2024, nous avons tourné dans une roue chamanique avec chaque lune qui nous enseignait quelque chose dans cette roue. Et donc, il y avait 12 lunes qui créaient cette roue de guérison qui est la roue de la Terre. C'est la roue des 12 lunes qui vient nous parler de l'esprit, d'amour et de guérison de la Terre. Nous en sommes à étudier la 13e lune, enseignée par le 13e conte, qui est le 13e aspect de la Terre et qui va se situer au centre de la roue. Cette 13e lune est l'union des consciences des 12 autres. Alors, nous avons eu déjà plusieurs audios pour nous apprivoiser dans la dynamique de ce centre. Et dans cet audio-là, je me propose de vous embarquer avec moi dans la relecture de certains paragraphes de l'introduction et de la conclusion du livre que nous étudions qui s'appelle « Les 13 mères originelles », livre écrit par Jimmy Sams. Donc, pour ceux qui ont le livre, et pour ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, je vous rappelle, il y a donc des chapitres d'introduction au début du livre. Ensuite, il y a les 13 contes, il y a des chapitres de conclusion à la fin du livre. Les chapitres d'introduction et de conclusion sont extrêmement importants pour comprendre l'enseignement et la spiritualité amérindienne et finalement pour comprendre de quoi nous parlent ces contes. Mais par contre, ils sont parfois fastidieux à lire pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous rentrons dans la culture amérindienne qui n'est pas forcément la nôtre, c'est une culture chamanique. Et d'autre part, parce que la façon dont écrit Jimmy Sams, c'est un petit peu, de mon point de vue, une façon un peu en patchwork. C'est-à-dire qu'elle écrit, elle nous explique certains thèmes, ensuite elle passe à d'autres, ensuite elle revient à cela, ensuite elle passe à d'autres. Et du coup, je trouve qu'il est difficile de retenir l'entièreté de ce qu'elle veut nous dire parce qu'on manque de cohérence dans notre cerveau. Alors, dans cet audio, je me suis proposé d'essayer de rassembler les patchworks pour nous aider à mieux comprendre cette spiritualité amérindienne d'une manière plus cohérente. Alors, ça n'a pas été un exercice facile pour moi, puisqu'il faut en permanence chercher les lignes à travers les textes du thème qu'on est en train d'étudier, dans plusieurs chapitres différents. J'ai donc tout rassemblé sous forme de thèmes. D'autre part, je ne suis pas une grande lectrice. Donc, ce que je vous propose, c'est pour écouter cet audio, c'est de prendre votre temps, peut-être de prendre de quoi écrire, parce que c'est intéressant peut-être d'écrire les phrases qui vont vous interpeller, parce qu'il y a beaucoup de notions importantes qui vont être énoncées là. Éventuellement de faire pause, de faire retour en arrière pour écouter des notions qui vous interpellent. Je rappelle aux personnes qui ne le savent pas que si vous écoutez ces audios sur un téléphone portable, en principe, sur votre application d'écoute, vous pouvez, en appuyant 2 fois sur votre écran, ça vous fait un retour en arrière de 10 à 20 secondes. C'est assez intéressant pour réécouter ce qui vient d'être dit quand on a eu l'esprit qui s'est un peu échappé un moment. Alors, il existe 2 versions de ce livre. Moi, j'ai l'ancienne version, donc je ne vais pas vous donner le numéro des pages où ça se trouve. Parce que probablement que nous n'avons pas les mêmes pages. Et en plus, des fois, le texte change un petit peu parce que dans la nouvelle version, ils ont modifié, ils ont réécrit de manière différente. Et donc, je vous propose d'écouter cet audio et puis ensuite, ça sera important pour vous de relire les chapitres d'introduction et de conclusion de ce livre qui, je pense, à ce moment-là, vous les comprendrez mieux.
D'autre part, c'est très intéressant d'avoir suivi le parcours de ces 13 contes et puis de revenir à lire l'introduction du livre parce qu'on a une compréhension différente de celle qu'on avait au début du parcours où effectivement, quand on lisait l'introduction du livre, c'était un petit peu fastidieux à comprendre. Donc vous verrez, après avoir étudié les 13 contes, quand on relit l'introduction du livre, tout d'un coup, tout nous paraît plus évident et on comprend beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris à la première lecture. Les chapitres de conclusion sont très importants. Je vais y revenir ici, donc je vais vous lire ce patchwork entre des petits bouts des chapitres d'introduction et des petits bouts des chapitres de conclusion. Et à travers ça, je me suis proposé d'explorer plusieurs thèmes qui vont nous parler de cette spiritualité amérindienne, des femmes amérindiennes. Donc on va écouter, essayer de comprendre la notion de qui sont ces 13 mères originelles. On va regarder la notion des mondes, premier monde, deuxième monde, troisième monde, quatrième monde et cinquième monde. On va essayer de comprendre le mystère des aurores boréales et du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. On abordera aussi la notion de la maison du Conseil de la Tortue. Et on finira cet audio par aborder le thème des crânes de cristal. Voilà, et suite à cet audio, eh bien, nous retournerons dans le 13e conte, dans une analyse plus spirituelle, parce que nous aurons donc des bagages pour mieux comprendre ce 13e conte. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, dans cet audio-ci, je me propose d'aller avec vous dans un aspect plus spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituel? De mon point de vue, quand on parle de spiritualité, c'est souvent en lien avec les mystères de la création de la Terre, du fonctionnement de la Terre, du fonctionnement du monde du ciel, du cosmos, de l'intangible, de l'au-delà. Et on s'aperçoit que la spiritualité, finalement, ce sont des perceptions et des enseignements sur comment fonctionnent les mondes dans l'intangible, d'autres mondes qui sont au-delà de ce que l'on peut comprendre mentalement et voir dans notre réalité tangible. Donc, parce que nous sommes dans des corps physiques, nous avons une perception de la réalité qui est physique, mais il existe d'autres mondes énergétiques et vibratoires qui sont à la fois dans l'intraterre et au niveau du ciel et du cosmos et des univers. Et de mon point de vue, la spiritualité tente de nous expliquer des choses en lien avec ces mondes-là, et du coup, en lien avec ce que nous vivons et ce qu'on pourrait appeler notre réveil de conscience, c'est-à-dire d'être de plus en plus connectés à ces espaces-là pour grandir à notre conscience incarnée dans nos corps physiques. On pourrait dire que les êtres humains sont là pour grandir dans une conscience incarnée, c'est-à-dire que le fait qu'on ait un corps humain et qu'on ait perdu la perception des autres mondes, qu'on retrouvera quand on quittera ce corps humain, eh bien, nous oblige à développer des capacités dans la matière de reconnexion au monde de l'intangible pour comprendre ce qui se passe au-delà de ce monde tangible, de la matière, c'est-à-dire au niveau du ciel et dans l'intraterre. Alors, ce livre propose 13 contes initiatiques, c'est-à-dire qu'il y a comme des messages encodés dedans ou des fréquences. En lisant ces contes, ça nous active sur certaines fréquences et ça peut venir générer en nous des activations et donc des prises de conscience et quelque chose qui se réveille en nous. Mais ce livre, il a aussi une introduction que je vous avais proposé de lire au début du podcast, et il a des chapitres de conclusion avec lesquels je vais m'appuyer pour faire cet audio sur la spiritualité de ce 13e conte, parce que finalement, dans l'introduction et dans la conclusion, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette spiritualité des 13 mères originelles. Je vais vous lire des parties
du texte, de ces textes, de l'introduction et de la conclusion, pour essayer de décoder ce 13e conte. Alors, dans l'introduction, il nous est dit que cette spiritualité des 13 mères originelles est une spiritualité donc amérindienne, c'est-à-dire que les femmes amérindiennes, en faisant des cercles de rêve, ont retrouvé une connaissance, celle-là, une connaissance spirituelle elles se sont transmises oralement. Et Jamie Sams avait reçu cette transmission et nous l'a retransmis par écrit. Donc on est sur une tradition orale qui a été recaptée dans le monde du rêve, c'est-à-dire dans le monde de l'esprit. L'esprit, c'est l'espace dans l'intangible qui encode la matière. Donc c'est comme si les femmes amérindiennes qui avaient cette médecine de pouvoir faire des voyages chamaniques, c'est-à-dire aller dans le monde de l'esprit, récupérer de l'information, avaient, dans différentes tribus différentes, récupéré les informations de cette spiritualité et se l'était transmis de manière orale. Alors, c'est quoi cette spiritualité? Donc, c'est amérindienne, mais on nous dit qu'elle est universelle et qu'elle est pour toutes les personnes de la Terre. Simplement, il nous est dit dans cette introduction que chaque peuple est le gardien d'une certaine forme de spiritualité. Nous suivant les espaces du monde où nous habitons, nous sommes les gardiens d'un aspect spirituel en lien avec la terre et le ciel. Et il nous est dit qu'à la race rouge, donc aux Indiens d'Amérique, il fut confié la grande médecine de la terre, ainsi que celle des mystères de la terre-mère. Il est précisé que bien des pièces du puzzle de la sororité sont détenues par les femmes sages de toutes les races. Alors, la base de cette spiritualité, c'est qu'il existait dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire dans l'intangible, peut-être côté ciel, je ne sais pas, il existait 13 gardiennes chargées de préserver la fertilité de la terre-mère. Moi, j'aime bien dire avec notre langage à nous que c'était comme 13 archanges femmes. Peut-être que je me trompe en disant ça. En tout cas, c'était 13 gardiennes du monde de l'esprit chargées de préserver la fertilité de la terre-mère. Donc, dans le monde de l'énergie ou de la vibration, il y a donc 13 aspects, 13 fréquences qui sont là pour préserver la fertilité de la planète Terre. On voit que les Sénécas, qui est une tribu particulière, eux, ils n'ont pas eu les enseignements des 13 gardiennes, mais des 13 rayons et couleurs. Et donc, nous avons dans ces enseignements l'association de 13 gardiennes et de 13 rayons et couleurs qui sont là pour préserver la fertilité de la Terre, de cette planète Terre. Ensuite, dans cette spiritualité, on va nous parler donc de la Terre comme étant une planète vivante, ayant une conscience et une intelligence, c'est-à-dire c'est un être vivant, avec un esprit, un cœur, une âme, enfin comme nous. Dans d'autres spiritualités, on va l'appeler Gaïa, Gaïa étant le nom qu'on donne à cette personne vivante qui est cette planète Terre. Alors, ça peut paraître étrange pour des personnes rationnelles. Quand on est en lien avec le monde de l'énergie et de la vibration, à un moment, ce n'est plus du tout étrange puisqu'on s'aperçoit que quand on monte en fréquence, on a accès à des intelligences qui sont cosmiques et qui nous dépassent totalement. On est très petit par rapport à tout ça. Et là, on est en lien avec l'infiniment grand et le tout-puissant, j'allais te dire. Et donc, dans la spiritualité amérindienne, ils avaient conscience, parce qu'ils faisaient aussi des voyages chamaniques, hein, c'est-à-dire qu'ils savaient se déplacer. J'en réfère à la gardienne d'Avril, là, qui nous explique comment faire des voyages chamaniques, aller voyager dans le cosmos. Hein. Ils savaient faire des sorties hors du corps et aller et avoir accès à cette intelligence cosmique.
Et donc, cette terre, Gaïa, cette terre-mère, elle parle le langage de l'amour, elle parle au cœur des personnes qui sont sur elle, qui l'habitent, que ce soit les minéraux, les plantes, les animaux ou les êtres humains. Cette planète Terre, elle a eu plusieurs âges, j'ai envie de dire, à ma façon. On va parler de plusieurs mondes. Dans la spiritualité amérindienne, on retrouvera ça aussi dans d'autres spiritualités. On va parler du premier monde, du deuxième monde, du troisième monde, du quatrième monde et du cinquième monde. Alors, le premier monde, qui est appelé le premier monde d'amour, et pour vous raconter cette histoire, je vais me baser sur un texte qui est à la fin du livre, qui s'appelle l'histoire de la maison du conseil de la tortue. Il y a bien des lunes quand l'île de la Tortue était la seule masse de terre et que les enfants de la terre vivaient tous ensemble comme un seul être. Un appel de la terre-mère a jailli vers toutes les femmes de la race humaine. Cette prière s'est répercutée en écho dans les cœurs des femmes partout dans le monde et continue d'y exprimer le désir le plus pur de la terre-mère, qui est que les femmes se vouent à leur rôle de gardienne de la beauté, de l'harmonie, de l'égalité et de la paix. Dans les temps anciens, les femmes n'étaient pas sûres de ce qu'était leur rôle, mais elles luttaient déjà en se consacrant à ce que le legs de la femme soit préservé sur la planète. Cela se passait avant l'apparition des religions du matriarcat qui célèbrent le culte de la Grande Mère. Le début de cette histoire se situe au temps où la Terre venait de naître. De son corps qui se refroidissait, s'élevait de la vapeur, créant ainsi une atmosphère tropicale où les enfants de la Terre allaient et venaient nus, sans aucune honte. De grands reptiles et mammifères parcouraient la Terre, se régalant de la végétation luxuriante. Les humains ne manquaient de rien parce que la nourriture poussait en abondance et que tous les enfants de la Terre vivaient en harmonie. Les grands-mères ont appelé ce temps-là le premier monde d'amour. La lumière de Grand-Père Soleil symbolisait l'amour constant qui guidait les peuples des origines, les êtres humains. La tribu de la Terre appelée humain ne connaissait pas la séparation parce que hommes et femmes étaient respectés et considérés comme égaux. Pour ces êtres humains, il n'y avait pas de conflit entre les genres. Chaque sexe avait des rôles d'importance égale dans la création, et l'un et l'autre s'acquittaient joyeusement de leurs tâches avec amour et d'une façon bénéfique à tous les humains ainsi qu'aux animaux et aux plantes. Sur une année, chaque parcours de la rotation autour du Soleil était marqué par 13 cycles de grand-mère lune. Avec la naissance de nouvelles générations, l'amour que Grand-Père Soleil donnait librement à toutes les formes de vie devient une source de confort qui sépara le jour et la nuit, le soleil du sommeil. La lumière dorée de son amour apporta la chaleur. Parce qu'en ce temps-là, l'humanité n'avait pas découvert le mystère du feu, ni comment le dompter. Semblable aux mères de l'humanité qui procurent chaleur, soins et nourriture, ainsi qu'aux pères de la tribu humaine qui accordent protection et ressources, le feu sacré de Grand-Père Soleil réchauffait les cœurs et tous les enfants de la terre. Les 5 races des êtres humains vivaient en harmonie. Pendant des centaines de générations, ils honorèrent leurs différences comme autant d'aspects uniques de la beauté. Les races jaunes, rouges, brunes, blanches et noires n'avaient aucune peur du manque qu'elles n'avaient jamais connu. Il y avait de quoi pourvoir abondamment à tous leurs besoins, jusqu'à ce que l'avidité change la façon dont tournait la planète. Et alors là, on va nous raconter tout ce qui s'est passé qui a détraqué cet équilibre et cette harmonie, donc ce premier monde de paix et d'amour, et donc ce monde d'abondance, ce paradis perdu. Alors il nous est dit que la Terre perdit son équilibre dans le cosmos quand les êtres humains ont commencé à piller ses ressources
et entre autres pour aller chercher l'or. Parce que quand ils ont découvert ce minerai qui était jaune comme le soleil, ils ont cru qu'il y avait dedans la richesse du grand-père Soleil dans ce minerai et que celui qui possédait le plus ce minerai était la personne la plus riche en amour. Et donc que ceux qui possédaient la plus grande quantité de ce métal précieux pourraient gouverner les autres. Et c'est comme ça qu'ont commencé les systèmes d'esclavage et que l'idée même d'égalité a disparu. La séparation arriva, la peur du manque aussi, ils se mirent à chasser et à stocker de la nourriture. Et les hommes commencèrent à dominer les femmes, créant une nouvelle séparation entre les sexes. Il nous est dit dans l'introduction du livre, au tout début où les formes de vie sont venues habiter la terre, il n'y avait qu'une grande masse de terre. Cette masse de terre était originellement appelée l'île de la tortue, parce que la tortue était et la créature la plus fertile qui soit sur terre. Ceux à deux jambes, donc les êtres humains, eurent pour mission de préserver la fertilité de la terre-mère. Donc les êtres humains, on leur a donné la mission de préserver la fertilité de la terre-mère, qui fournirait à tout ce dont ils avaient besoin s'ils honoraient l'espace sacré de tout ce qui vit dans le monde physique. Donc cette terre-mère leur fournirait tout ce dont ils avaient besoin s'ils honoraient l'espace sacré de tout ce qui vit dans le monde physique. Quand cette mission fut bafouée, l'avidité du premier monde, poussant les humains à violer les femmes et à piller l'or du corps de la terre-mère, le féminin fut souillé. Je reviens dans ce chapitre du livre qui s'appelle « Histoire de la maison du Conseil de la Tortue ». Il nous est dit « La mauvaise compréhension du feu sacré de Grand-Père Soleil et de la couleur jaune qui représente l'éternelle flamme d'amour et de lumière provoqua une mauvaise utilisation de l'or et détériora le projet originel du premier monde. Et détériora le projet originel du premier monde. La terre-mère ne put davantage supporter les pleurs de ses enfants, devenus enfants de la douleur, parce que l'amour était perdu. Il fallait que le premier monde soit détruit par ce même feu sacré de l'amour inconditionnel, afin de purifier la planète pour un nouveau commencement. Car le feu sacré de l'amour y avait été remplacé par l'or, qui était devenu un feu dévorant d'avidité, de besoin de possession et de contrôle. Grand-mère Lune s'adressa à sa fille, la terre-mère, et lui exposa une idée venue du plus profond de son cœur. « Oh, ma fille, ne te lamente pas pour ce qui ne peut pas être changé. Il y a beaucoup d'amour et de compassion à l'intérieur de toi. Cet amour et cette compassion peuvent servir à guérir les cœurs brisés des enfants de la douleur. » La terre-mère éleva la voix pour questionner la sage grand-mère qui régentait le flux des vagues de l'océan aussi bien que la trame des sentiments humains. « Parle-moi de la guérison dont mes enfants humains ont besoin, Mère Lune, parce que mon cœur est lourd. Ce que je sens est imbriqué à leur souffrance. » « Ma fille, je vais te parler de toi. Tu détiens tout ce qui est bon à l'intérieur de ta nature féminine. Tu portes dans ton cœur le modèle de complétude qui inspire toutes les femmes. Il est temps pour nous de créer les parties de toi qui vont exprimer le potentiel humain caché. À chaque fois que ma face sera pleine, un aspect du potentiel guérisseur du féminin sera révélé. Chacun des 13 éléments du rêve de complétude sera tissé du fil très fin de ma lumière argentée. Chaque aspect sortira du temps du rêve jusqu'au cœur du monde manifesté pour cheminer sur Terre. C'est ainsi que les 13 mères de clan originel viendront fonder le legs de la femme. Elles seront les gardiennes du cercle sacré dans tous les mondes à venir.
Chacune détiendra les secrets d'un cycle lunaire et protégera les mystères de la femme. Chacune détiendra les secrets d'un cycle lunaire et protégera les mystères de la femme. Chacune illustrera une partie spécifique de ton esprit et travaillera en harmonie avec les autres. Toutes ensemble, elles représenteront ta médecine et ta vérité. C'est à travers cette médecine que, de nouveau, les femmes vont trouver la force de l'égalité. Transmets ce legs à tes filles humaines afin que toute vie puisse revenir à son harmonie. Donc on voit que, alors entre la planète la Lune et la planète la Terre, est-ce que ça nous parle de ces planètes-là? Est-ce que ça nous parle d'autre chose? On sait que dans le monde spirituel, souvent les langages sont symboliques pour nous parler d'autre chose. C'est-à-dire que nous, on ne voit que le bout de notre nez, mais le cosmos est infiniment grand. Est-ce qu'il existe une ligne divine au-delà de celle-ci? Est-ce qu'il existe d'autres soleils ou un autre soleil au-delà de notre soleil? Est-ce que la Lune et le Soleil ne sont que les reflets de quelque chose d'infiniment plus grand qui est ailleurs, quelque part dans le cosmos? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Mais on voit donc qu'il y a une mère et une fille, une planète qui reflète l'amour du grand mystère, le Soleil, et sa fille. Et donc, cette grand-mère, Lune, cette grand-mère, voit le chagrin de sa fille et lui dit, il existe une solution, il y a un rêve de complétude qui existe dans l'univers, on va le faire manifester sur la Terre, et on va le rendre concret. Ça va aider les femmes à pouvoir l'incarner. Donc, il y a quelque chose, c'est comme si elle avait dit, on va révéler, il y a quelque chose de mystérieux et d'infiniment grand qui va se révéler dans la matière et qui va devenir une guidance dans la matière pour, entre autres, là, les femmes. Donc, c'est la médecine, c'est la spiritualité de la femme et du féminin de la terre qui va être révélée, manifestée dans la matière et qui pourra devenir quelque chose qui guidera les femmes, comme un mémoriel. Alors, si je fais une comparaison avec d'autres spiritualités, et je peux me permettre de faire la comparaison avec, par exemple, le christianisme, on va retrouver cette même idée que quelque chose d'infiniment grand, une dimension spirituelle qui existe dans l'univers, descend s'incarner sur Terre pour aider l'être humain à retrouver le chemin de l'amour et le chemin de la conscience. Donc dans le christianisme, ce n'est pas la spiritualité de la terre, c'est la spiritualité du ciel, j'ai envie de dire, qui vient sur la terre. Mais il y a quelque chose qui descend d'un espace vibratoire et énergétique, qui se fait chair, qui se fait homme, et qui vient enseigner, révéler et laisser une marque forte concrètement dans la matière qui va pouvoir aider les êtres humains à être sauvés quelque part de leur péché qui est le chemin dévoyé, le chemin tordu qui a été pris et la perte du sens originel de l'humanité et la perte de la conscience de l'amour et de notre capacité à vivre ensemble dans cet amour. Eh bien, selon les Amérindiennes, il existe un peu la même chose pour la spiritualité des femmes et de la terre. Il y a 13 aspects de la complétude du féminin qui sont venus sur Terre s'incarner et laisser concrètement quelque chose de concret pour nous aider à retrouver cela en nous, dans notre cœur. Dans le christianisme, nous sommes invités à retrouver l'énergie du Christ dans notre cœur. De la même façon, nous sommes invités à retrouver l'énergie des 13 mères dans notre cœur. Alors, je vais continuer l'histoire. Donc, ce sont des femmes qui viennent laisser le legs de la femme.
Elles sont les gardiennes du cercle sacré dans tous les mondes à venir. Et chacune détient les secrets d'un cycle lunaire et protégera les mystères de la femme. Chaque partie spécifique de l'esprit de la Terre, de ton esprit, donc on comprend que ces gardiennes sont les gardiennes de l'esprit de la Terre, des féminins, de la fertilité, et sont des parties spécifiques de l'esprit de la Terre, c'est-à-dire de son intelligence, de comment elle est engrammée, comment elle est constituée. Chacune illustrera une partie spécifique de ton esprit et travaillera en harmonie avec les autres. Toutes ensemble, elles représenteront ta médecine et ta vérité, c'est-à-dire la médecine de la Terre et la vérité de la Terre. C'est à travers cette médecine que de nouveau les femmes vont trouver la force de l'égalité. Transmets ce legs à toutes les filles humaines afin que toute vie puisse revenir à son harmonie, à son équilibre. Tout en s'apprêtant avec Grand-Mère Lune à tisser les fils du féminin, la Terre-Mère se réjouissait dans son cœur. L'étoffe miroitante du féminin était délicate et pourtant elle durerait éternellement, légère et libre de toute forme. Les 13 mères de clan allaient émerger de ce tissage de lumière, chacune à son tour dans leurs caractéristiques particulières, au fur et à mesure que se succéderaient les 13 lunes. L'esprit de chacune serait convié depuis le cœur de Yéhudaz, la Terre-Mère, lorsque la pleine lumière de Grand-Mère Lune ferait apparaître les sentiments, les désirs et les spécificités cachées dans chaque cycle de vérité. Alors, on essaye de comprendre, chaque fois il nous est dit, donc Yéhudaz c'est le nom qui est donné à la Terre, comme nous on l'appelle Gaïa, les Amérindiens l'appellent Yéhudaz. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que chaque fois que la Lune est pleine, l'esprit d'une de ces mères est convié depuis le cœur de la Terre, c'est-à-dire du centre de la Terre. C'est comme s'il y avait un engrammage dans le centre de la Terre, dans son esprit profond, dans son oranda. Et donc, cet esprit est convié et va se refléter sur Grand-Mère Lune. Et la Lune, donc, elle va refléter les sentiments, les désirs, et les spécificités cachées dans chaque cycle de vérité. Chaque femme pourrait être appelée Yéhou à la suite de Yéhudaz, la Terre-Mère, en trouvant quel est son rôle par l'accès aux enseignements des 13 mères de clan. Chaque femme pourrait être appelée Yéhou à la suite de Yéhudaz, de la Terre-Mère, en trouvant quel est son rôle par l'accès aux enseignements des 13 mères de clan. Donc, chaque femme peut trouver son rôle en ayant accès aux 13 mères de clan. Les 13 mères de clan de l'humanité allaient cheminer dans le monde de l'esprit, puis prendre leur place toutes ensemble en tant qu'humaines, avec la pleine manifestation de cette création magique de la féminité. Tout au long du processus de création des mères de clan, Sueño, le grand mystère, dispensa un grand sourire à la Terre-Mère et à Grand-Mère Lune, parce que leur cœur était pur. Le grand mystère vit que la sagesse prenait là un nouveau départ. La terre avait été violée et profanée par ceux qui l'avaient dépouillée de l'or qui faisait partie d'elle. Les poches de minerais d'or guidaient la force vitale de la Terre-Mère et maintenaient sa connexion à Grand-Père Soleil. Donc on semble comprendre que l'or ce minerai avait un rôle dans la rotation de la Terre autour du Soleil. Les poches de minerais d'or guidaient la force vitale de la Terre-Mère et maintenaient sa connexion à Grand-Père Soleil. En dérobant le métal doré, les êtres à deux jambes avaient choisi un mauvais chemin qui avait modifié le courant de vie à l'intérieur de la planète. Le corps de la Terre-Mère ne suivait plus son chemin d'origine dans son parcours à travers la nation du ciel.
il continuait à chanceler et à s'incliner dangereusement. Ces perturbations, dont sa façon d'avancer, provoquèrent des modifications du temps qui firent apparaître les 4 saisons. Avec ces changements saisonniers apparut la précarité de la nourriture. Tous les enfants de la Terre durent s'adapter au changement climatique, mais ces énormes modifications de la qualité de vie attisèrent la convoitise, née de la peur de manquer. Quand l'hiver apporta son pesant de glace, de froid et de disette, ceux qui avaient volé le métal jaune eurent la possibilité d'acheter de la nourriture dans leur entourage. Les fruits et racines qui, jadis, étaient gracieusement offerts par le peuple des plantes, servirent désormais à produire l'inégalité entre les êtres et à les contrôler. L'avidité provoqua la famine de bien des humains et incita les autres à se rallier à ce chemin dévoyé et à creuser davantage encore la terre pour extraire de l'or afin de payer la nourriture qui leur permettrait de survivre. La terre-mère envoyait un appel à tous ceux qui faisaient partie de la création. Cet appel fut entendu par ceux qui écoutaient avec leur cœur. On se rappelle que la terre, elle parle, Yehudaz, elle parle à nos cœurs, elle parle de cœur à cœur, elle parle dans nos cœurs le langage de l'amour. On avait vu ça dès le premier conte. Cet appel fut entendu par ceux qui écoutaient avec leur cœur. Voici ce que la terre dit. Je suis en train de donner naissance à un legs qui va susciter le meilleur de chacun dans l'humanité, cria-t-elle. Jamais plus la beauté de l'aspect féminin ne sera cachée à ceux qui rechercheront la lumière de grand-mère lune ou qui s'en remettront à mon don pour prendre soin d'eux et recevoir la force qui les guidera sur leur chemin. Jamais plus la beauté de l'aspect féminin ne sera cachée à ceux qui rechercheront la lumière de grand-mère lune ou qui s'en remettront à mon don pour prendre soin d'eux et recevoir la force qui les guidera sur le chemin. Je vais léguer à toutes les femmes de la terre la médecine dont elles ont besoin pour donner naissance à leurs enfants, ainsi qu'aux rêves collectifs. Alors avec elles, je renverserai les schémas de peur qui ont blessé les cœurs de tous mes enfants. Ma promesse au peuple des plantes, à celui des pierres, au peuple de ceux qui ont des ailes, des nageoires, 4 pattes, et au peuple de ceux qui rampent sur la terre, et que ma compassion et mon amour seront présents chez les 2 jambes nommées Yého, la femme. La compassion et l'amour seront présents chez la femme. Cela peut prendre du temps et requérir l'aide de ses proches dans la famille planétaire, mais la femme trouvera sa voie en restaurant en chaque chose vivante l'amour qui a été perdu dans le chamboulement du premier monde. Et ce fut ainsi que les visions du rêve des 13 mères de clan originelles ont pris chair et sont venues se nicher dans le cœur de la terre-mère, profondément enfouie dans sa terre intérieure. Le feu avait consumé le monde antérieur. La purification par le feu fut suivie par la glaciation. L'action conjuguée de ces purifications était à l'image du feu de l'ambition et à l'image des cœurs endurcis devenus froids à force de manquer d'amour compassionné. Et ensuite, dans le reste des pages, il nous est raconté dans ce chapitre comment ces mères de clan se sont incarnées. Je vous laisserai le lire, chacun à son rythme. Donc, ces mères de clan se sont incarnées et sont venues cheminer sur la terre après le premier monde, la destruction du premier monde. Donc, il y a eu un premier monde qui a été comme un paradis qui s'est perdu et il a été détruit par le feu. Et ensuite, ça a été un monde de glace et les 13 mères de clan sont venues à ce moment-là sur Terre. Alors, si nous revenons à l'introduction du livre, il nous est dit que cette histoire des 13 mères avait été perdue. Bien des aînés m'avaient parlé des histoires des mères de clan concernant la médecine de la femme.
Elles étaient tristes qu'une grande part du récit se soit perdue au cours des générations passées. Ce fut une grande joie de pouvoir redonner vie à ce récit, qui sinon serait oublié, et de faire connaître au monde ce qui a été légué à la femme. Comme il en était alors, et comme il en sera tant que nous ne changerons pas intérieurement, le legs fait à la femme ainsi qu'à la terre-mère sont en danger. Tant que nous ne changerons pas intérieurement, le legs fait à la femme ainsi qu'à la terre-mère sont en danger. Dans l'humanité, le masculin comme le féminin provient des 13 mères de clan originels qui se sont manifestées en tant qu'aspect de la terre-mère et de la grand-mère lune, car toutes choses sont nées du féminin. Plus loin, il nous est dit, les 13 mères originelles sont venues parcourir la terre dans des corps d'adultes sans âge. Je n'ai jamais appris pourquoi la terre-mère avait choisi que ses aspects spirituels prennent la forme de femmes adultes, mais je suppose que la fragilité et le taux de mortalité des enfants pendant la période glaciaire a pesé dans la décision. Qu'il soit dans le pouvoir des mères de clan d'avoir des corps qui ne sont jamais malades et ne vieillissent pas, cela peut être une légende ou un fait réel. Ce n'est pas à moi de le dire. Et Jamie Sams qui nous dit « On m'a enseigné que lorsque les mères de clan eurent achevé leur mission, elles disparurent de la surface de la mère planète, laissant les 13 crânes de cristal à leur place. » Et Jamie Sams qui nous dit « Mon vœu était de comprendre leur médecine avec mon cœur et pas avec mon intellect. J'ai été en présence de quelques-uns de ces crânes de cristal et j'ai su au plus profond de mon être qu'ils détiennent les éléments de l'esprit de la terre-mère et du principe féminin sur notre planète. » Alors, je vais revenir ensuite aux crânes de cristal, parce qu'ils font partie vraiment de cette spiritualité, mais pour l'instant, je reste en lien avec les 13 mères de clan. Alors, dans le chapitre, un des chapitres d'introduction qui s'appelle « Le début du legs fait à la femme », nous pouvons lire « Après la destruction par le feu qui a marqué la fin du premier monde d'amour, les 13 mères de clan originelles furent créées en tant qu'aspect guérisseur de grand-mère lune et de la terre-mère. Elles représentent tout ce qui est de plus beau chez la femme. Faisant partie du rêve originel, les 13 mères originelles sont venues cheminer sur la terre. Elles ont ainsi formé la sororité qui lie toutes les femmes comme appartenant au même rêve, afin que le rêve originel de complétude puisse se manifester sur le plan physique. Ces graines de paix intérieure furent plantées dans le côté féminin du cœur de tous les êtres humains. Aujourd'hui, partout dans le monde, le cœur des femmes prend soin de ce rêve originel de complétude. Il prend naissance à travers le partage de leur vision, dans l'ouverture de leurs rêves à la lumière de l'amour et dans la construction de ces rêves sous une forme tangible. Et plus loin on lit « Ce fut pendant cette période de grande souffrance que les mères de clan transmirent à l'humanité le legs d'honorer la femme et de préserver la terre-mère. En venant cheminer sur le plan physique, ces mères de clan ont établi la maison de leur conseil en forme de tortue, pour rappeler à toutes les femmes que, pour que les enfants de la terre survivent, les femmes doivent honorer leur féminité et leur véritable mère, la terre. Ces ancêtres en esprit de la féminité sont venus cheminer sur terre pour que les femmes comprennent les médecines dont elles sont porteuses et qu'elles développent les forces nécessaires à la reconnaissance et au dépassement des défis d'une véritable humanité. Les 13 mères originelles décidèrent de forger les liens de la sororité qui unit toutes les femmes comme un seul être. La sororité fut fondée sur le lien du sang qui marque les cycles de fertilité des femmes. Ces cycles de fertilité se basent sur le cycle lunaire de 28 jours entre les saignements. Depuis,
des femmes qui vivent rêvent ou pris ensemble ont leur lunaison ou menstruation en même temps. Leurs utérus sont ouverts à la même période, ce qui permet aux rêves de l'humanité de s'implanter en elles et d'être collectivement nourries. Chaque femme, qu'elle puisse avoir des enfants ou non, a la faculté de donner naissance au rêve de la sororité. L'espace de l'utérus est le centre de gravité dans la forme humaine et le lieu de pouvoir du royaume physique à l'intérieur du corps. Alors ensuite, il nous est décrit la sororité et plus loin, il nous est dit « Ces mères n'appartenaient pas à une race en particulier, pas plus qu'elles possédaient un système de croyances spéciales qui pourrait limiter l'humanité. Elles étaient les mères de toutes les races et les aspects guérisseurs de la féminité qui a engendré le potentiel guérisseur aujourd'hui présent sur notre planète. Le système de connaissances qu'elles représentent sont les fondements de vérité qui permettent à toutes les femmes d'être les gardiennes du rêve de l'humanité, de parvenir à l'unité. Le système de connaissances qu'elles représentent sont les fondements de vérité qui permettent à toutes les femmes d'être les gardiennes du rêve de l'humanité, de parvenir à l'unité. Alors, il nous est dit ailleurs, dans l'introduction, ces mères de clan sont des enseignantes en esprit. En esprit. C'est donc dans le monde de l'esprit qu'on les trouve. Elles étaient les enseignantes en esprit des aînés, qui furent physiquement les enseignants de Jamie Sams au Mexique. Et Jamie Sams nous dit « J'en suis venue à aimer profondément ces mères de clan qui sont mes enseignantes en esprit. Je sens comme elles parlent à mon cœur. » Plus loin, il nous est dit « Autrefois, pour appeler l'esprit de l'une des 13 gardiennes de la sagesse, on devait se concentrer sur l'identité et les pouvoirs de cette mère de clan en particulier. Pour entrer en contact avec l'identité spirituelle de la médecine d'une mère de clan, il faut rentrer dans Tiyoé, c'est-à-dire dans la tranquillité. Cette discipline est la façon indienne de calmer l'esprit et de s'asseoir dans la tranquillité pour écouter ou recevoir. La cérémonie d'entrée dans Tiyoé se fait toujours dans la solitude, loin de l'agitation des activités quotidiennes. Alors la personne, dans sa concentration, invite une mère de clan en particulier dans le silence fertile de son espace sacré, laissant la pureté de son cœur envoyer l'invitation silencieuse. Donc on voit qu'on peut rentrer en contact en esprit avec ces mères de clan dans notre cœur en rentrant en tranquillité et en invoquant l'une ou l'autre dans notre cœur. Les grands-mères Sissi et Bertha, qui étaient d'excellentes enseignantes, dit Jamie Sams, m'ont toujours dit que les 13 mères de clan n'apparaissent jamais de la même façon ou sous une forme identique à ceux qui demandent leurs conseils. Utilisant leur pouvoir d'apparaître sous tous les aspects du monde féminin, les mères de clan peuvent toucher et enseigner chaque personne de façon unique. La flexibilité des formes utilisées est importante car elle constitue un des fondements de leur enseignement. Si elles apparaissaient sous une forme définie, il serait facile pour nous, êtres humains avec nos limitations humaines, de faire croire que la qualité des mères de clan appartiennent à telle ou telle race ou lignée. Plus loin, il nous est dit « À tous, autant que nous sommes, hommes et femmes, humains à deux jambes, sur la terre, il sera demandé de retourner dans la hutte de la tortue ancestrale qui existe à l'intérieur de la coquille du soi, c'est-à-dire dans notre rhonda, de façon à découvrir et redécouvrir les talents dont nous disposons. La fertilité de notre terre-mère et toutes nos relations dépendent de la façon dont nous nous soignons nous-mêmes. La fertilité de la terre-mère et de toutes nos relations dépend de la façon dont nous nous soignons nous-mêmes. Quand nous sommes guéris, il est de notre tâche de créer de nouvelles cartes sur la façon d'utiliser l'énergie que nous avons gaspillée en soucis, hâte, chagrin,
rancune et conflit, afin de créer un monde unifié de paix. Ailleurs, il nous est dit, comme les anciennes grand-mères qui avaient marché auparavant sur les chemins de la découverte de soi. Les générations de femmes qui ont suivi n'ont jamais eu des réponses, mais simplement une carte, une ligne directrice pour leur permettre d'exprimer ce qu'elles ont d'unique et d'apprendre leurs propres leçons dans des façons bien à elles. Les effigies d'origine qui nous relient à ces grand-mères ont disparu depuis longtemps, mais la médecine est toujours présente dans son intégralité. Les esprits de ces anciennes grand-mères sont autant de lumière pour guider la sororité. Elles siègent toujours en conseil au cœur de la terre, avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant du rêve qui apparaît dans l'aurore boréale. Elles siègent toujours en conseil au cœur de la terre, avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant du rêve qui apparaît dans l'aurore boréale. Alors, ça c'était... J'étais revenue dans les chapitres de l'introduction et maintenant je reviens dans ce chapitre de l'histoire de la maison du Conseil de la Tortue et voilà ce qu'on peut lire. Les mères de clans, en tant qu'aspect de la terre-mère ayant pris un corps humain, se réunirent pour faire le rêve des mondes futurs, lorsque tout serait renouvelé. Lorsque tout serait renouvelé, c'est une forme de prophétie. Les mères de clans, en tant qu'aspect de la terre-mère ayant pris un corps humain, se réunirent pour faire le rêve des mondes futurs, lorsque tout serait renouvelé. Le rêve qui naquit de ce cercle de rêves fut appelé par la suite le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Il apportait la promesse de la complétude future qui se manifesterait lors du 5e monde d'illumination et de paix. Alors là, je vais revenir à l'histoire de ces 4 premiers mondes. Donc, il y a eu le premier monde qui a été détruit par le feu. Ensuite, il y a eu le deuxième monde qui a été détruit par la glace. Ensuite, il y a eu le troisième monde qui a été détruit par l'eau. Et maintenant, nous en sommes au 4e monde. À chaque fois, l'histoire s'est répétée. On a essayé de donc la Terre a été purifiée d'une humanité déviante par le feu, par la glace et puis par l'eau. Et l'humanité revient. Et il revient parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés. Ceux qui étaient le plus en amour avec la Terre sont restés sauvés de ces désastres. Et l'humanité repart dans l'amour et dans la reliance à la Terre et va de nouveau dévier jusqu'à risquer de détruire la planète et va de nouveau être exterminée par la Terre. Selon la prophétie amérindienne, nous sommes dans le 4e monde et nous allons basculer dans le 5e monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement d'humanité. Ces 13 mères originelles, elles viennent en fait nous aider à transformer en nous notre humanité pour pouvoir nous-mêmes faire ce passage du 4e monde au 5e monde, qui est appelé le 5e monde de paix et d'illumination. C'est la prophétie qui nous est dit dans cette spiritualité. Quand on étudie un petit peu plus les enseignements amérindiens dans d'autres livres ou d'autres traditions, nous ne savons pas dans les prophéties si le 4e monde va être détruit aussi, et qu'il n'y a que quelques-uns qui seront préservés pour aller dans ce 5e monde, ou s'il va y avoir un chevauchement d'humanité, c'est-à-dire que certains vont être préservés et d'autres vont disparaître, c'est-à-dire mourir.
Je vais vous relire ce que j'avais lu lors du rituel de la Maison du Conseil de la Tortue dans ce chapitre de la fin du livre qui s'appelle « Comment rentrer en contact avec les 13 mères de clan ». La fin de ce chapitre, je vais vous le lire. Les 13 mères originelles, dont le plus grand désir est de voir chaque enfant de la terre reconquérir l'amour et la paix intérieure, lancent leur appel à tous ceux de la tribu humaine. La force dont chaque enfant de la terre a besoin pour rentrer chez soi se trouve à l'intérieur de l'Oranda, là où le cercle sacré de la connexion au grand mystère ainsi qu'à toute vie n'est jamais brisé. La sororité procure le soutien nécessaire pour trouver cette connexion avec le chemin du retour à la maison du vrai soi. Les tissages argentés du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant n'ont jamais été aussi forts. Il existe un réseau vivant d'amour compassionné qui attend ceux qui ont le courage de faire face aux blessures et de restaurer l'amour. Nos cœurs seront bercés par l'émotion de rentrer chez soi. Nos esprits feront un avec nos corps et nous posséderons la sagesse qui réside en nos cœurs. Il nous est demandé de devenir nos propres visions et d'utiliser nos talents pour pouvoir tous ensemble créer le rêve vivant d'un monde de paix. Les doux vents du changement bougent dans les 4 directions pour apporter à toutes les nations, toutes les races, toutes les croyances, le chant du retour à la maison que chantent les femmes sages. Le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant est vivant, il danse. Les animaux viennent nous montrer la voie pour redécouvrir le caractère sacré d'être un humain. Les pierres sont là pour nous offrir de nous enseigner à retrouver les souvenirs de tout ce qui a été, ainsi qu'à découvrir la prophétie de tout ce qui sera. Quant au peuple des arbres et celui des plantes, il nous donne abri et nourriture pour le corps et l'esprit. Les feux des huttes des ancêtres éclairent notre chemin vers les étoiles en constellant le grand bol de médecine du ciel de la nuit. La corne argentée de grand-mère lune nous rappelle que notre Oranda emplit d'amour le bol de médecine de notre cœur. Et pourtant cela ne suffit pas à certains de voir tous ces dons que le grand mystère donne à tous les enfants de la terre-mère, parce qu'ils sont aveuglés par de faux besoins et d'anciens chagrins. Patiemment, les 13 mères de clan observent ce tableau de la tribu terrestre, exactement comme si Grand-Père Soleil l'avait peint sur le ciel du soir. Les mères de clan attendent. Elles tiennent la porte encore juste un peu plus longtemps. Elles savent que quelques-uns vont abandonner leur habit de chair, que d'autres vont tergiverser jusqu'à ce que la porte soit fermée, mais que quelques-uns de leurs enfants seront suffisamment courageux pour aller au-delà de leurs limitations et pour demander à être accueillis à la maison. Ce seront là les derniers jours du 4e monde de séparation. La vérité de l'amour reconquis réside au-delà de l'illusion de la peur. La porte de la maison du Conseil de la Tortue est ouverte à ceux qui se souviennent et qui sont désirés de se tenir sur chacun des 13 rayons de la transformation, soutenant la roue de médecine de la sororité. Le legs de la femme sera alors pleinement restauré. Vie, unité, égalité pour l'éternité. Allez, je vais continuer la lecture pour vous lire ce rêve, le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, qui apporte la promesse de la complétude future qui se manifestera lors du 5e monde d'illumination et de paix. Il nous est donc dit dans ce chapitre, les mères de clan allongèrent leur corps humain, tout nouveau en cercle sur la terre, leurs pieds tournés vers le feu, et laissèrent leur corps exprimer leur roue de médecine humaine. Pendant 4 jours et 4 nuits, elles ont rêvé. Au premier soleil, elles rêvèrent de l'illumination qui vient de l'Est et de la façon de mieux comprendre l'illumination,
qui arrive par l'ouverture de la porte d'or, la porte qui mène à tous les autres niveaux d'imagination et de conscience. Elle rêve des leçons des mondes à venir et comment chaque femme pourrait contribuer par ses talents à faire en sorte que ces mondes soient emplis d'harmonie, de vérité, d'égalité et de paix. La vision de chaque mère de clan était différente, car chacune disposait d'une façon unique de recevoir sa médecine personnelle. La compréhension de la vie et du souffle de vie qui soutient tous les êtres humains au long de leur avancée dans la marche sur Terre s'infiltra dans les sens des rêveuses, leur donnant la sagesse des systèmes de connaissances que les humains allaient utiliser dans le royaume physique. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un système de connaissances, quelque chose qui est engrammé dans un espace où il y a une archive d'un système de connaissances auquel nous pouvons nous relier. On voit que ce système de connaissances a été fait partie de la médecine de la Terre, de l'esprit de la Terre, et est engrammé au centre de la Terre et reflété par la Lune lorsqu'elle est pleine, lorsque c'est la pleine Lune. À chaque cycle lunaire, son système de connaissances. Le rêve se prolongea pendant le deuxième jour et les visions firent place aux leçons du Sud. Chaque femme vit de quelle manière elle pourrait contribuer à briser les schémas comportementaux qui avaient mis la tribu humaine en servitude. La magie de l'innocence et de l'émerveillement enfantin, la célébration et le jeu emplissaient leurs rêves quand les plaisirs de la vie leur furent montrés. À chaque femme revenait une appréciation profonde des choses simples qui font de la terre un lieu de beauté. Le rêve continua et elles découvrirent les leçons de l'humilité ainsi que les conséquences du sentiment de suffisance. À chacune fut montrée l'abondance que le groupe pouvait créer à travers son unité et la façon de travailler ensemble pour transmettre à l'humanité le legs collectif de plénitude. Alors que Grand-Père Soleil se levait pour la 3e fois, le rêve s'orienta vers les leçons de l'Ouest. L'Ouest, direction de la Lune et du lieu de tous les lendemains, amena la vision d'égalité nécessaire pour s'assurer de la plénitude future. En faisant honneur au talent et à l'espace sacré de chacune et de toutes les formes de vie, le cercle se trouvait englobé dans un sentiment d'unité, tandis que se révélait la beauté unique de chacune des femmes assemblées. La préservation des traditions, ainsi que l'abondance sur la mère planète firent leur apparition lorsque chaque femme vit quels était son rôle spécifique en tant que gardienne de la fertilité et de la vérité. La possibilité de se tourner vers son propre cœur pour y connaître la vérité afin de prendre des décisions équilibrées devient un élément du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. La possibilité de se tourner vers son propre cœur pour y connaître la vérité afin de prendre des décisions équilibrées devient un élément du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Les fonctions des cycles de grand-mère lune et la manière dont chaque femme pourrait trouver ces mêmes rythmes à l'intérieur d'elle se mirent à tournoyer dans les visions de chaque mère de clan. Elles eurent la révélation des événements qui viendraient par la suite dans l'histoire de l'humanité, quand le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant leur apporta un ensemble de visions de la tribu humaine dans un futur lointain. La paix et l'illumination présentes dans le premier monde d'amour reviendraient lorsque la tribu humaine aurait achevé son apprentissage à travers ses épreuves et ses erreurs. La paix et l'illumination présentes dans le premier monde d'amour reviendraient lorsque la tribu humaine aurait achevé son apprentissage à travers ses épreuves et ses erreurs. La révélation finale de l'accomplissement
lorsque tout aurait été guéri, amena l'aube d'un nouveau soleil. La révélation finale de l'accomplissement, lorsque tout aurait été guéri, amena l'aube d'un nouveau soleil. La lumière de grand-père soleil recouvrait à nouveau le monde d'en haut d'une gloire teintée de rose. Le rêve s'orienta alors vers le nord et montra aux mères de clan que vie, unité et égalité dureraient pour l'éternité, puisque chacune avait pleinement intégré son enseignement. La sagesse de tout ce qui leur avait été révélé et la façon dont chaque rite de passage amènerait toute vie plus près de sa complétude s'enracina dans le ventre de chacune des 13 mères de clan. Là, le rêve pourrait grandir et porter ses fruits, nichés dans la chaude obscurité de leur ventre, dans ce lieu d'harmonie et de vision qu'étaient les bols de médecine intérieure de ces grands-mères de l'arc-en-ciel tournoyant. La vision du Nord offrit alors la leçon de gratitude, amenant chaque femme à remercier du fond du cœur pour la vision de plénitude qu'elles avaient reçue. Les graines du futur étaient plantées dans l'ici et maintenant. Les rêves de chaque enfant de la terre seraient honorés comme autant d'éléments qui participaient au tout. Les rêves de chaque enfant de la terre seraient honorés comme autant d'éléments qui participaient au tout. Le ventre de ces grands-mères de l'humanité concevrait à jamais les apprentissages, les défis et les aspirations des enfants de la terre. Le rêve de tous nos proches dans la nature était relié les uns aux autres. À l'intérieur de ce cercle sacré du rêve de plénitude qui se manifesterait un jour. Ces rêves et enseignements de l'avenir viendraient au jour, lorsqu'il serait temps pour les enfants de la terre d'apprendre la sagesse et de la rassembler. Les rites de passage ou changement accompagnant la naissance de chaque vision avaient leurs racines dans le présent. Chaque série de leçons de vie se dévoilerait au fur et à mesure qu'elle serait suscitée par le désir de la tribu humaine de changer de chemin, en se transformant et en grandissant dans l'unité. La connaissance intérieure et la vision de chaque mère de clan la connaissance intérieure et la vision que chaque mère de clan détenait reposerait au fond de son cœur. Le rêve de qui elle est et de ce que ses talents représentent serait niché à l'intérieur de son ventre. L'ouverture de ces visions interviendrait lorsque la purification du monde d'en haut serait achevée. Alors, je vais faire une pause là, parce que ça fait 2 fois qu'il nous est dit quelque chose peut-être un peu d'encodé. On nous parle ici de la purification du monde d'en haut. Nous savons aujourd'hui que dans le monde de l'intangible spirituel, le monde d'en haut, dans le chamanisme, tout ce qui est le monde du ciel intangible dans le cosmos, nous sommes en train de charger en énergie très négative. Et oui, il y a un combat spirituel qui se passe et il y a besoin de purification dans le monde du ciel. Et il nous est dit tout à l'heure, la révélation finale de l'accomplissement, lorsque tout aurait été guéri, amena l'aube d'un nouveau soleil, la lumière de grand-père soleil recouvrait à nouveau le monde d'en haut d'une gloire teintée de rose. Ça, c'est la prophétie. La révélation finale de l'accomplissement, lorsque tout aurait été guéri, amena l'aube d'un nouveau soleil. La lumière de grand-père soleil recouvrait à nouveau le monde d'en haut d'une gloire teintée de rose. Et là, il nous est dit, la connaissance intérieure et la vision de chaque mère de clan que chaque mère de clan détenait reposerait au fond de son cœur. Le rêve de qui elle est et de ce que ses talents représentent serait niché à l'intérieur de son ventre. L'ouverture de ces visions interviendrait
lorsque la purification du monde d'en haut serait achevée. Lors des jours et des nuits qui suivirent, il fut important d'accueillir la promesse qu'apportait le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, afin que l'annonce des lumières de la plénitude de l'unité puisse être vue de partout à travers le monde. Le feu qui leur avait procuré de la chaleur pendant les 4 jours et nuits de leur rêve se mit à s'agiter et à changer de forme. Le cœur de chaque mère commença à émerger du plus profond de la terre intérieure. Comme un soleil naissant tout en flammes, ce cœur enflammé commença à battre sur un certain rythme qui allait permettre à tous nos proches dans la nature de ressentir la constance de l'amour de leur véritable mère et leur profonde connexion à elle. Les mères de clan se tenaient autour de ce feu battant, et elles firent corps avec lui. Le feu d'amour qui animait chacune s'éleva hors de la terre intérieure pour créer l'aurore boréale. Je répète. L'ouverture de ces visions interviendrait lorsque la purification du monde d'en haut serait achevée. Lors des jours et des nuits qui suivirent, il fut important d'accueillir la promesse qu'apportait le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, afin que l'annonce des lumières de la plénitude et l'unité puisse être vue de partout à travers le monde. Le feu qui leur avait procuré de la chaleur pendant les 4 jours et nuits de leur rêve se mit à s'agiter et à changer de forme. Le cœur de chaque mère commença à émerger du plus profond de la terre intérieure. Comme un soleil naissant tout en flammes. Ce cœur enflammé commença à battre sur un certain rythme qui allait permettre à tous nos proches de la nature de ressentir la constance de l'amour de leur véritable mère et leur profonde connexion à elle. Les mères de clan se tenaient autour de ce feu battant, et elles firent corps avec lui. Le feu d'amour qui animait chacune s'éleva hors de la terre intérieure pour créer l'aurore boréale. Ces lumières d'arc-en-ciel manifestèrent que la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant était en train de se réaliser et que la terre ne serait jamais plus détruite par le feu. Les couleurs de l'aurore, en touchant la nation du ciel, montrèrent que l'enseignement pour la guérison du monde avait commencé. Les nations humaines devraient apprendre chacune des leçons de la roue de médecine de façon à restaurer l'accomplissement de son intégrité spirituelle. L'amour de la terre-mère était présent dans chacun des rayons colorés qui dansaient sur le manteau indigo de la nation du ciel, tout constellé d'étoiles. Ces couleurs qui dansaient annonçaient que le legs de la terre de vie, unité et égalité pour l'éternité venait d'être transmis aux 13 mères de clan. La sororité venait d'être formée. La mission d'amener le legs de la femme ainsi que l'enseignement de la plénitude aux enfants de la terre pouvait à présent commencer. Lorsque la purification du monde d'en haut fut achevée, 12 des 13 mères de clan sortirent de la terre intérieure, accompagnées de quelques fervents humains qui avaient choisi de repeupler le monde. Celle qui devient sa vision attendrait dans le temps du rêve jusqu'à ce que ces 12 sœurs aient achevé leur premier rite de passage et lui ramenèrent les leçons qu'elles avaient apprises en portant leur expérience de sa compréhension. Alors, celle qui devient sa vision irait passer son propre rite de passage. Elle rejoindrait les autres lorsqu'elle deviendrait la réalisation du rêve, en prenant une forme humaine. Donc, c'est là où on va rejoindre notre 13e conte. Enfin,
Enfin. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? On comprend que ça nous dépasse, hein, que, en tout cas, il y a quelque chose qui est engrammé au centre de la Terre, qui se reflète dans la Lune chaque mois, à la pleine Lune, qui existe aussi dans le monde de l'esprit, et que les 13 mères originelles, elles ont été, elles sont venues du monde de l'esprit, elles ont été engrammées dans la terre intérieure, et quand elles sont venues cheminer sur terre, elles ont jailli du centre de la terre. 12 d'entre elles, sauf la 13e. Alors, il nous est dit plusieurs fois qu'il y a eu une purification du monde d'en haut. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça. En tout cas, on peut le demander aux 13 mères. Ça peut être un mystère qu'on peut aller investiguer chacune à notre façon dans notre cœur. Je vais revenir sur notre conte, et avant ça, je vais encore parler de deux choses qui est important dans cette spiritualité des 13 mères. C'est donc la maison du conseil de la tortue et les crânes de cristal. Et ensuite, je reviendrai sur le 13e conte, mais on a déjà compris de quoi ça parle maintenant, puisqu'il a fallu revenir sur toute la spiritualité amérindienne, des femmes amérindiennes, pour finir par comprendre de quoi parlait ce 13e conte. Alors là, je vais vous parler de cette maison. Et donc, il nous est dit par la suite, les mères de clan réunies allaient bâtir la première maison du conseil de la tortue qui serait la demeure de la sororité. La moitié de la maison était construite au-dessous du niveau du sol, de façon que l'obscurité de son ventre soit emplie du riche parfum du souffle de la terre-mère. Le toit en forme de dôme devait être recouvert de boue, de feuilles et de pierres pour figurer la carapace de grand-mère tortue. Les bras, tête, jambes et queue devaient être sculptés dans le sol et recouverts de minuscules petits êtres de pierre. La future maison du conseil fut construite à un lieu choisi par la terre-mère. La maison du conseil de la tortue se tint pendant des temps immémoriaux, tandis que les mères de clan enseignaient à leurs enfants humains l'amour de la terre-mère. Chaque mère de clan avait un corps qui ne vieillissait pas, contrairement à ceux de la tribu humaine. Quand il fut temps pour les 13 mères de retourner sans leur corps dans la terre intérieure, la maison du conseil de la tortue disparut de la surface de la terre. Alors, la tribu humaine fut obligée d'utiliser les outils que leur avaient enseignés les mères de clan pour devenir des exemples vivants de la vérité qu'ils devaient être eux-mêmes et pour laquelle le grand mystère les avait créés. Inutile d'avoir recours à un archéologue pour rechercher les restes de la maison du conseil de la tortue aux 4 coins du continent nord-américain. À présent, c'est à travers nos cœurs que nous pouvons avoir accès à cette maison. Les 13 crânes de cristal détiennent la mémoire de la sagesse de chaque mère de clan. Leurs esprits nous sont toujours accessibles lorsque nous rentrons dans Tihoé, la tranquillité. Aujourd'hui, leurs esprits nous sont toujours accessibles lorsque nous rentrons en Tihoé, la tranquillité. Aujourd'hui, le symbole de la tortue est un rappel du legs fertile qu'il nous est demandé de restaurer pour tous ceux à qui nous sommes reliés. Dans le chapitre « Comment entrer en contact avec les 13 mères de clan », il nous est dit « Nous pénétrons dans la maison du conseil de la tortue chaque fois que nous nous asseyons dans le silence et que nous écoutons afin de recevoir. À l'intérieur de la maison du conseil, nous pouvons voir, suspendus au mur, les 13 tambours de médecine des mères de clan, et à côté de chaque tambour, un crâne de cristal illuminé par les rayons du soleil que canalisent les ouvertures dans les murs. Le plafond est voûté comme à l'intérieur de la carapace de la mère tortue, et tout en haut dansent les lumières de l'arc-en-ciel reflétées depuis le sommet de chaque crâne de cristal.
Il y a là 2 petits feux de cérémonie, chacun brûlant à une extrémité de la hutte. Ils représentent la lumière des 2 mondes, le monde naturel et le monde spirituel. Et au-dessus de chacun d'eux, il y a une cheminée. Ces cheminées manifestent les ouvertures de ces 2 mondes par où illusion et confusion peuvent s'échapper lorsque nous trouvons la clarté intérieure grâce à l'éternelle flamme de l'Oranda ou essence spirituelle. Au milieu du dôme du toit, en forme de carapace, un cercle de chaume peut s'enlever pour s'ouvrir sur la lumière du jour ou sur le bol de médecine du ciel de la nuit. C'est en dessous de cette ouverture que se tiendra la personne qui a cherché à entrer, créant un 3e feu. Ce feu n'est pas visible parce qu'il réside à l'intérieur du cœur du chercheur et qu'il n'est porté à son point d'incandescence qu'à travers sa reconnexion à l'éternelle flamme d'amour. Redécouvrir ce feu s'accomplit à travers le côté mâle démonstratif de notre nature. Ensuite, le recevoir et l'abriter dans le cœur est le rôle du principe féminin. Toutes les sages qui ont porté et transmis le savoir et la sagesse à travers les âges sont assises au dehors sur le sol recouvert d'herbe, faisant cercle autour de la maison du conseil, comme une énorme roue. Elles sont en train de chanter doucement et de remercier pour cet enfant de la terre qui, à son tour, a choisi de revenir à la maison. Leurs voix n'en font qu'une et donnent la force et le soutien nécessaires pour se tenir dans la lumière de la totale vérité et d'être guéri de la souffrance qui vient des illusions humaines. Ainsi, on comprend qu'il y a eu une maison du Conseil de la Tortue qui n'existe plus. Elle a disparu quand les mères ont disparu de la Terre et que nous pouvons retrouver cet espace dans notre cœur en le visualisant et nous pouvons aller nous y asseoir dedans, au centre de cet espace avec ces 2 feux qui sont des 2 côtés, des extrémités, qui représentent le monde tangible, le monde intangible avec ses cheminées, d'où s'échappent les illusions et les limitations de notre mental. Quand nous allons rentrer dans cette maison du Conseil de Tortue et que nous allons vivre un rituel dans notre cœur, il va y avoir l'activation de notre Oranda par ces crânes de cristal et qui va générer une augmentation de fréquence et ça va générer comme un phénomène de détox. Il va falloir laisser partir par ces cheminées du monde tangible et intangible, tout ce qui nous limite pour pouvoir clarifier notre esprit. Alors, je vais finir cet audio par parler des crânes de cristal. Et bien, il y aura une 3e audio pour parler du côté spirituel de la 13e mère. Et il fallait vraiment passer par ce récapitulatif spirituel pour en comprendre toute la signification. Donc, je rappelle dans cette spiritualité 13 mères qui sont du monde de l'esprit, des gardiennes de la fertilité de la terre, qui sont aussi engrammées dans le centre de la terre, qui ont pris corps pour venir donner le legs de la sororité aux femmes, restaurer les systèmes de connaissances guérisseurs sur terre, qui ont cheminé sur terre, qui ne sont plus là, qui sont retournées au centre de la terre, nous dit-on. Elles ont créé comme une église, qu'on appelle la maison du Conseil de la Tortue, qui n'existe plus, mais que nous pouvons retrouver dans notre cœur pour aller passer ce temps avec elle et vivre ce moment de rituel en nous pour monter en fréquence, se purifier et aller prendre conscience auprès de l'une ou de l'autre. Nous pouvons les invoquer dans notre cœur et discuter avec elles. Elles sont dans le monde de l'esprit et elles sont des gardiennes, mais aussi des enseignantes avec qui nous pouvons communiquer dans notre cœur. Elles sont venues après le premier monde d'amour qui a été détruit par le feu. Elles ont
elles ont rêvé ce rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Dans ce rêve, il y a des engrammages de l'intelligence de la Terre, mais aussi de prophéties du futur, dont le passage au 5e monde de paix et d'illumination. Nous comprenons que pour faire partie de ceux qui passent dans ce 5e monde de paix et d'illumination, il faut qu'on puisse se reconnecter à notre cœur et à la Terre. Que nous revenons à la maison. À la maison, c'est vraiment revenons à notre cœur et à la connexion à la Terre. Il y a ce mystère et des aurores boréales, en tout cas, qui nous disent qu'il n'y aura plus de destruction par le feu. C'est une promesse. Et puis, donc, il y a ces crânes de cristal. Alors, je vais finir là-dessus. Alors, je vais continuer ma lecture de ces chapitres de conclusion, dont un qui s'appelle « Pénétrer dans la maison du conseil des 13 mères originelles ». Et c'est Jamie Sams qui continue à nous parler. En me transmettant les histoires des 13 mères de clan originels, les grands-mères Sissi et Bertha m'ont dit que les dons des mères de clan feraient pour toujours partie de la terre. Il m'a été enseigné que tout être à deux jambes pourrait avoir accès à la sagesse détenue par les grands-mères de la maison du conseil de la tortue, si son cœur était ouvert et s'il avait le désir de se connecter au principe féminin. Si son cœur était ouvert et s'il avait le désir de se connecter au principe féminin. Les aspects de la terre-mère et de grand-mère lune qui prirent forme en tant que ces 13 mères de clan, se trouvent en chaque chose vivante, dans les saisons et partout sur notre planète. Sissi et Bertha m'ont raconté que, juste avant qu'il soit temps pour les 13 mères de clan d'abandonner leur habit de chair et de retourner dans le cœur de la terre-mère sans leur corps physique, c'est-à-dire en esprit, elles habitent en esprit dans le cœur de la terre-mère. Les 13 crânes de cristal ont été créés. Ces crânes de cristal représentent la sagesse qui avait été rassemblée par les mères de clan, et ils contiennent tout l'amour et tous les dons qui constituent le legs de la femme. J'ai appris que, avant que l'île de la Tortue ne se divise en continents, et avant que les âges d'or des différentes cultures qui ont abouti au 4e monde de la séparation, chacun des crânes de cristal demeurait à un lieu où les femmes s'assemblaient pour partager leur médecine. Chacun des crânes de cristal demeurait à un lieu où les femmes s'assemblaient pour partager leur médecine. J'ai appris que la plupart de ces sites sacrés étaient au centre ou dans la partie médiane de la grande masse unique qui constituait l'île de la Tortue. La partie centrale de l'île de la Tortue est à présent appelée Amérique du Nord et du Sud et n'inclut pas les côtes atlantiques et pacifiques. Donc cette île de la Tortue, c'est l'Amérique du Nord et du Sud. Ceci me raconta que des répliques de ces crânes avaient été fabriquées par des hommes à travers les siècles pour donner de soi-disant pouvoir à certaines cultures ou sectes. Le résultat fut désastreux du fait que ces sociétés cherchaient le contrôle sur les autres par des moyens frauduleux et une prétendue spiritualité. Dans différentes civilisations, des dirigeants de culte voulurent dominer la population de façon hiérarchique ou par le patriarcat ou par le matriarcat, en faisant oublier le projet originel des 13 mères de clan. Vie, unité et égalité pour l'éternité, et le legs de la sororité qui touche et rassemble tous les êtres et toutes les formes de vie. Bertha me dit que c'est pour représenter toute la sagesse accumulée dans le potentiel humain que les crânes de cristal furent créés sous forme de crânes humains. C'est pour représenter toute la sagesse accumulée dans le potentiel humain, la sagesse accumulée dans le potentiel humain, que les crânes de cristal furent créés sous forme de crâne humain. La terre-mère, qui est un être vivant, possède cette sagesse à cause
du passage de ces 13 aspects, les mères de clan sous formes humaines. La terre-mère, qui est un être vivant, possède cette sagesse à cause du passage des 13 aspects, les mères de clan sous formes humaines. Bertha m'expliqua que, grâce à la disposition d'esprit de la terre-mère, aucune influence extérieure ne pourrait blesser les mémoires de cristal que contenaient ces crânes. La conscience présente dans les crânes de cristal n'inclut pas les peurs humaines susceptibles d'apporter des influences négatives. Bertha a dit que, quelle que soit l'époque, quiconque envisageait de se servir des crânes de cristal à des fins mauvaises était fou. En son centre, chaque crâne contient le reflet du grand miroir fumant. L'illusion fumeuse devant le miroir, c'est de croire que n'importe qui peut envoyer une intention, bonne ou mauvaise, envers une autre personne sans la recevoir en retour. La pureté et la clarté de ces crânes de quartz limpide reflètent simplement la moindre intention en la renvoyant à son point d'origine. Dans tous les cas, c'est un retour à l'envoyeur parce que le seul reflet qui soit vu dans la forme cristallisée du crâne, c'est le visage de l'envoyeur. Ainsi que le disent les Mayas, je suis un autre toi-même. Sissi et Bertha affirmèrent toutes deux que, même si l'un des 13 crânes de cristal se trouvait détruit par des mains humaines, la totalité de l'information était contenue dans chacun des 13 crânes. Dans chacun des 13 crânes, la totalité de l'information est contenue dans chacun des 13 crânes. La sagesse concernant la façon dont toutes choses sont en interdépendance est conservée dans ces bibliothèques vivantes. La sagesse concernant la façon dont toutes choses sont en interdépendance est conservée dans ces bibliothèques vivantes. Cet ensemble de mémoires comprend aussi comment la Terre-Mère est reliée à chacun des autres corps célestes de notre système solaire, de notre galaxie et dans l'univers. Il n'est pas étonnant que certaines personnes connectées télépathiquement à celui de ces crânes originaux qui est connu comme le crâne de Mitchell Eggs, du nom de celui qui l'a découvert, aient ressenti que son origine doit provenir d'une autre planète ou d'une civilisation des étoiles. Donc il nous est dit, je répète, que la sagesse concernant la façon dont toutes choses sont en interdépendance est conservée dans ces bibliothèques vivantes. Cet ensemble de mémoires comprend aussi comment la Terre-Mère est reliée à chacun des autres corps célestes de notre système solaire, de notre galaxie et dans l'univers. Le règne minéral est la bibliothèque de la Terre. Les pierres détiennent tous les souvenirs de la véritable histoire de la Terre. Il y a deux raisons pour lesquelles le cristal de quartz est la pierre qui a servi pour faire ces crânes. La première est que le corps de la Terre-Mère contient une énorme quantité de quartz, dont elle se sert pour garder clarté et concentration. Tous les quartz de la Terre constituent la forme solide de la mémoire de la Terre-Mère, de ses sentiments et des cycles de son processus d'évolution. Le quartz est lié à l'élément eau, c'est pourquoi on peut dire que les sentiments intimes et les pensées de la Terre-Mère se communiquent par les poches de quartz. Son sens du temps et ses rythmes sont transmis grâce aux cristaux de roche, de la même façon que certaines montres et horloges fonctionnent avec des cristaux qui en assurent l'exactitude. Donc la première raison, c'est que le corps de la Terre-Mère contient une énorme quantité de quartz. La deuxième raison est que, à l'origine, dans la maison du Conseil de la Tortue, la lumière était réfléchie depuis la base de ces crânes pour former un arc-en-ciel de couleurs à leur sommet.
L'aurore boréale qui sort en haut de la tête de la terre-mère, au pôle Nord, représente la promesse d'un monde de paix donné par l'arc-en-ciel tournoyant. L'aurore boréale qui sort en haut de la tête de la terre-mère, au pôle Nord, représente la promesse d'un monde de paix donné par l'arc-en-ciel tournoyant. Le rêve de cet arc-en-ciel tournoyant est la prophétie qui rassemble toutes les races, toutes les nations, dans le 5e monde de paix, le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Le rêve de cet arc-en-ciel tournoyant est la prophétie qui rassemble toutes les races, toutes les nations, dans le 5e monde de paix, le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Pour les enfants de la Terre, les crânes viennent rappeler que les 13 mères de clan originelles ont rêvé l'arc-en-ciel tournoyant de la paix à la fin du premier monde d'amour, alors qu'elles étaient dans les cavernes intérieures de la Terre. Plus tard, lorsque la maison du conseil de la tortue fut construite, ce fut moitié sous terre et moitié au-dessus, pour représenter le mariage entre le monde de la nature et celui de l'esprit, entre la terre-mère et le ciel-père, entre le principe féminin et le principe masculin. À l'intérieur de la maison du conseil de la tortue qui abrita les crânes à l'origine, la lumière du soleil pénétrait par les ouvertures des murs, illuminait chaque crâne et projetait ainsi l'union des consciences des mères de clan à l'intérieur de la structure. Alors, on peut continuer encore le chapitre qui nous parle encore de l'histoire de ces crânes. Alors, a priori, certains de ces crânes ont été abrités chez les Mayas, Toltecs, Aztèques et Incas, ainsi que chez d'autres communautés indiennes d'Amérique du Nord. On dit que certains de ces crânes ont été perdus à la fin du troisième monde, lorsque les océans avaient conquis les terres des côtes est et ouest du continent américain. Mes enseignants me dirent que la terre-mère avait préféré être sûre que quelques crânes resteraient à jamais sous sa protection, hors de portée de ces enfants humains si destructeurs. Mes aînés ajoutèrent que bien des humains allaient rêver des crânes de cristal et de prendre part au rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, mais que seuls ceux qui en gagnaient le droit à travers leur connexion aux 13 mères de clan deviendraient les gardiens des véritables crânes de cristal. Beaucoup de personnes sur notre Terre croient qu'elles sont en lien avec les crânes de cristal à travers les visions qu'elles ont ou les messages spirituels qu'elles reçoivent. Quelques-unes croient qu'elles sont censées redécouvrir les véritables crânes. Mais si c'était vrai, elles auraient été guidées jusqu'aux emplacements exacts où les crânes originaux qui existent aujourd'hui sont protégés par des êtres humains à qui revient l'honneur d'en être les gardiens. Mes aînés m'ont appris que chaque être humain est relié aux 13 mères de clan et que, lorsqu'une personne est prête pour ce niveau d'expérience spirituelle, les rêves des crânes de cristal, l'arc-en-ciel tournoyant ou les mères de clan viennent à elle. Cette forme d'initiation est simplement un accès à la roue de médecine des mères de clan qui va donner à chaque individu le droit de commencer à apprendre les leçons qui lui sont possibles. Chaque rayon est une voie vers la plénitude de l'unité à laquelle chaque mère de clan a donné. Ce parcours rempli d'enseignements sur le développement des capacités personnelles peut prendre bien des années avant d'être accompli. Si, Bertha et Joachim m'ont appris à rester centré sur ces enseignements et à persister dans mon développement personnel. Ils m'ont enseigné 7 points de sagesse que j'aimerais partager avec vous. Premier point, il n'existe aucune règle sur la façon de changer ou de grandir. Il n'existe aucune règle sur la façon de changer ou de grandir.
Deuxième point, toutes les règles ou jugements que l'on s'impose soi-même sont des illusions qui limitent. Toutes les règles ou jugements que l'on s'impose à soi-même sont des illusions qui limitent. Troisième point, le grand mystère ne peut être résolu, n'essayez même pas. Le grand mystère ne peut être résolu, n'essayez même pas. Quatrième point, tout ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Tout ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Cinquième point, rire et ne pas se prendre au sérieux dissipe la peur et les illusions. Rire et ne pas se prendre au sérieux dissipe la peur et les illusions. Sixième point, des mondes que nous ne voyons pas existent à l'intérieur du monde tangible et n'en sont pas séparés. Des mondes que nous ne voyons pas existent à l'intérieur du monde tangible et n'en sont pas séparés. Septième point. Vous êtes au moment où vous décidez d'être. Vous êtes au moment où vous décidez d'être. La manière dont chaque personne entre en contact avec les 13 mères de clan appartient à l'individu. Alors voilà, c'était une audio un peu longue. J'espère que vous avez pu la suivre, rester concentré ou la réécouter et comprendre ce que je voulais vous dire. C'était un exercice difficile pour moi puisque j'ai recoupé certains paragraphes pour essayer d'en faire une forme d'histoire qu'on peut suivre de manière logique. Hein. J'ai relu certaines parties de l'introduction et de la conclusion de ce livre, en sachant que Jamie Sams aime bien faire du patchwork. Donc pour recoller les morceaux, ça demande un petit exercice de rassemblement. Je ne sais pas comment je peux dire autrement. Alors c'est à cet exercice-là que je me suis employée pour essayer de vous raconter, vous transmettre au plus fidèle de ce que dit ce livre, cette spiritualité, nous le comprenons bien, de la terre, hein, des femmes, du féminin des hommes, de la lune, qui contient un système de connaissances guérisseur qui relie les femmes au centre de la terre et à la lune, et le féminin des hommes. Nous comprenons que ce système de connaissances guérisseur nous est révélé à chaque pleine lune. Nous comprenons que ce système de connaissances guérisseur a été inscrit dans des crânes de cristal, que ces crânes de cristal, certains sont encore là et protégés par des êtres humains particuliers et d'autres, a priori, sont au fond des océans. Nous comprenons que ces crânes de cristal sont des espaces où sont grammés ces systèmes de connaissances auxquels nous pouvons nous relier. Nous comprenons que nous pouvons nous relier à chaque mère de clan qui existe en esprit dans notre cœur et que nous pouvons retourner dans la maison du conseil de la tortue dans notre cœur pour aller prendre conseil, mais aussi recevoir des soins. Nous comprenons que cette spiritualité nous parle d'un rêve qui s'appelle le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, qui a été fait par ces mères et qui est l'engrammage de ce système de connaissances, mais aussi des prophéties du futur. Nous avons compris qu'elles ont vu dans le futur cette prophétie où nous allons retrouver dans ce cinquième monde l'amour et la paix perdus du premier monde. A priori, pas pour tout le monde. Et je ne sais pas expliquer plus ce qui va se passer. On apprend qu'il y aura probablement des personnes qui vont mourir, d'autres qui vont pas mourir. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais
on nous parle de ce passage du 4e monde au 5e monde, il semblerait que c'est déjà en cours. Il y a donc le signe aussi des aurores boréales, hein, qui est cette promesse de la prophétie de l'arc-en-ciel tournoyant, c'est la prophétie du 5e monde de paix et d'illumination. Et de la protection de la terre, qu'elle ne sera plus jamais détruite par le feu. Alors voilà, j'espère que cet audio vous aura plu et parlé. Dans une prochaine audio, je reviendrai donc sur ce 13e conte en lien avec tout cet enseignement et on essaiera de voir ensemble, en conclusion, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire de ce 13e conte une fois qu'on a compris la richesse de cette spiritualité amérindienne en lien avec les mystères de la terre-mère, de la lune, des femmes et du féminin des hommes et de la sororité. Alors je vous dis à très vite pour le 2e audio d'analyse de ce conte et donc on ira sur un versant un peu plus spirituel grâce à l'appui de ce que nous venons d'étudier. Merci pour votre écoute.